Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Pour continuer sur notre lancée d'exploration des facettes du métier d'informer, après notre série avec le camarade Jérôme Pierrat, on a eu envie de vous faire réécouter quelques-uns des nombreux épisodes que nous avons consacrés ces dernières années aux questions de journalisme. Et on va commencer avec une discussion que nous avons eue il y a quelques mois avec mes camarades Safia Kessas et Sarah Wildeuil au Bruxelles Podcast Festival. Safia a signé la série Au nom de Safia, une exploration de son histoire familiale autour de la guerre d'indépendance algérienne. Et Sarah, elle, est l'autrice de la série L'enfant déraciné qui retrace le drame des enfants de la Creuse, des enfants des dom-toms arrachés à leur famille. Des récits où la position du journaliste n'est jamais simple et c'est justement ce dont on avait envie de parler. C'était le 9 avril dernier à Bruxelles. Bienvenue dans Programme B. Avant qu'on écoute un premier extrait et qu'on parle, pour commencer, de ton documentaire, Safia, j'aurais bien aimé que tous les trois, on évoque ensemble ce que cette notion ou cette tension entre ces deux termes de subjectivité, d'objectivité dans le journalisme, qui sont c'est un peu une tarte à la crème pour les journalistes, c'est-à-dire que c'est un peu un préconçu qu'on nous resserre. Le journaliste doit être objectif, et quand on est de l'intérieur de notre travail qu'on fait tous les trois, on sait tous que c'est un leurre. Mais je sais pas comment vous percevez cette espèce de dualité, cette espèce de faux semblant. On a du mal à dire qu'en fait, effectivement, le journalisme, c'est pas un exercice si objectif que ça. Sarah ? C'est vrai que quand j'étais plus jeune, adolescente, et que je voulais être journaliste, et même étudiante, je me disais, l'objectivité, les faits, rien que les faits, et le plus proche possible de la vérité. Et en fait, j'ai compris, notamment en faisant ce podcast, qu'on pouvait être le plus proche possible de la vérité, mais en fait, en parlant un peu de soi, en fait. Et c'est vrai que c'est un exercice avec lequel j'étais pas forcément à l'aise au début, parce que même dans le podcast, je pensais pas que j'allais devenir, on va dire, presque un personnage de cette histoire, et j'avais peur justement d'occulter ce que j'étais en train de raconter. Et au final, quand on a travaillé notamment avec la productrice Juliette, on a essayé de trouver cette place tout en racontant ce que j'avais vécu, en racontant ce qui s'était passé, mais avec un ressenti, un point de vue. Ça a modifié, tu disais avant ce documentaire, peut-être c'était pas aussi fort, mais est-ce que ça a modifié ta pratique du journalisme depuis, de manière générale ? En fait, j'ai surtout compris peut-être que ce qui était inconscient, c'est-à-dire j'avais pas conscience que je parlais d'un point de vue, que je parlais peut-être quelque part. Pour moi, je me disais non, je choisis ce sujet et c'est tout. Et en fait, j'ai compris que même quand je choisis un sujet, c'est parce qu'au fond, il y a peut-être un intérêt, ça me parle, un peu comme avec l'enfant déraciné, pour le coup. Safia, toi, cette dualité entre l'objectivité présumée du journaliste et sa subjectivité réelle, comment toi tu l'analyses et tu l'aperçois ? Je me mets assez en porte-à-faux avec cette notion d'objectivité à laquelle je n'ai jamais beaucoup cru. Et puis j'ai jamais voulu être journaliste non plus. Donc ça aide. Voilà, ça aide. Et le fait de se situer, je pense, au jeu dans certains récits, je crois que c'est aujourd'hui presque nécessaire dans un rapport avec le public en termes d'authenticité et d'honnêteté. Et je crois qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire croire qu'on a un point de vue qui est neutre et qui est au-dessus de la mêlée, alors qu'on est dans un métier qui est, à certains égards, quand on analyse aussi des tas de rapports assez problématiques concernant les notions de sexisme, de racisme. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est important de dire les choses telles qu'elles sont, et que l'objectivité, la neutralité n'existent pas. Moi, je crois plutôt à des concepts tels que l'honnêteté et la rigueur, en fait, journalistique. Oui, c'est vrai que moi, plus j'avance dans cette pratique, plus je me rends compte que, sans doute, en maquillant notre subjectivité sous une fausse objectivité, on a abîmé le lien de confiance entre nous et le public. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ressent une telle défiance envers notre travail. Enfin, on a tous les trois pu l'expérimenter dans des grandes maisons avant de faire du podcast chez les indépendants, dans des grandes maisons de Radio Nationale, et où on sent, quand on est sur le terrain, cette défiance. Et c'est vrai que
pour le coup, le mythe de l'objectivité, il a quand même un peu la vie dure dans ces grandes rédactions, dans ces grandes maisons, où la question de la position a du mal à avancer, la question de la position du journaliste a du mal à avancer. Je ne sais pas comment vous, l'une et l'autre, vous l'avez vécu. En fait, ce qui est le plus important, je trouve, à nouveau, c'est le lien de confiance qu'on prend le temps de créer ou pas avec les personnes qu'on a envie de suivre, de comprendre et d'interroger. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque. C'est ce temps-là qui manque dans le tissage du lien de confiance. Après, par rapport au podcast Au nom de Safia, j'ai envie de dire, moi, c'est plus une question de réappropriation à la fois de ma place et de mon identité. Et parce que moi, j'ai aussi été considérée comme objet dans ce milieu journalistique quand j'y suis arrivée, où on m'accolait des sujets, on m'accolait des centres d'intérêt que je n'avais pas. J'ai été réifiée, en tant que femme d'origine maghrébine qui était censée faire certains sujets. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de décider et de parler comme j'ai envie. On va écouter un premier extrait justement tiré de Au nom de Safia et on en parle juste après. L'histoire de ma famille, je l'ai toujours portée. Elle est imprimée sur ma carte d'identité. Safia Kessas. C'est mon nom et c'est aussi celui d'une autre. Safia Kessas est morte durant la guerre d'indépendance algérienne. C'était la sœur de mon père, sa grande sœur, ma tante. L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par l'autodétermination, peut être faite ou bien avec la France, ou bien contre la France. Que voulait mon père en me donnant ce prénom ? Toute mon enfance, il me répétait « Elle a été tuée par les Français, elle a bravé le couvre-feu, ils l'ont tuée. » Nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient, ni engouffrer dans une entreprise sans issue et sans espoir. Je devais vivre avec cette figure héroïque que je sentais toujours dans mon dos comme si elle me portait. Chaque fois que j'ai voulu en savoir plus, je me heurtais au même discours. Elle est morte et c'est tout. Alors, la première chose que j'avais envie de te demander, Safia, c'est forcément un exercice assez douloureux, parce que c'est un exercice qui fait appel énormément à l'intime. Comment est-ce que tu l'as appréhendé, toi, justement, en tant que journaliste, le fait de retourner plus ou moins la caméra et d'être une partie de l'histoire que tu allais raconter? Mais je pense que c'est quelque chose que je continue à expérimenter encore aujourd'hui, c'est-à-dire que quand on va au fond des choses... parce que j'ai vraiment été au fond des choses, on continue. En fait, on n'en sort pas complètement indemne. Moi, ça m'a changé. Je ne sais pas encore très bien comment, et j'ai pas de réponse toute faite, mais ça m'a changé, ça m'a atteinte un peu. Je vois ma mère aussi différemment. Je comprends. C'est-à-dire que il y a toujours cette phrase qui revient dans le podcast que les gens ont écouté et qui revient souvent. C'est pour écouter, il faut des oreilles. Il faut des oreilles, il faut pouvoir regarder, et je vois vraiment des choses que je ne voyais pas avant. Donc ça, c'est un exercice qui est déstabilisant, il faut le savoir. Mais je veux dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est pour être déstabilisé, être étonné par les autres, par ce qu'on découvre sur soi et aussi sur le monde. Et puis, ce que je découvre aussi par rapport au public, c'est beaucoup de bienveillance. Et à nouveau, je pense que quand on choisit le fait de le faire en étant complètement honnête et en racontant ses déséquilibres, je pense que tout le monde peut se reconnaître. Et je trouve aussi que c'est important dans un milieu où il y a un culte de la virilité, vraiment, il y a un culte de la force, il y a un culte, on nous dit il faut avoir les épaules, il faut pouvoir supporter, il faut surtout pouvoir se cacher en fait, parce que voilà, je veux dire, on a tous ces fragilités, on a tous ces doutes,
Et je pense que c'est aussi important de l'exprimer dans ce métier pour être autre chose que des voix formatées qui parlent avec le même ton et qui disent la même chose. Et voilà, je crois qu'il faut continuer à ouvrir ces brèches. Alors, on l'a compris en entendant cet extrait, puis celles et ceux qui l'ont écouté savent sans doute déjà de quoi parle ce documentaire. C'est donc une recherche historique familiale pour essayer de comprendre quel a été le destin de la sœur de ton père, qui est donc décédée bien avant ta naissance, mais dont tu portes le prénom. Ça a été quoi le point de départ de l'envie de faire ce sujet? Peut-être que ça remonte d'ailleurs à très loin. Et comment s'est mis en place le processus de création de ce programme-là dans ta tête à toi, dans ton cheminement à toi? Mais à nouveau, c'est effectivement un processus qui est long, mais c'est aussi, ce qui est important, c'est, moi j'avais envie de raconter l'histoire de mon père, je voulais laisser une trace, je voulais que ceux qu'on appelle les invisibles ou les gens qui sont qu'on a effacés aussi, je me suis dit, moi je veux pas qu'ils partent sans laisser de traces, et donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un désir, c'est qu'on soit journaliste, qu'on soit autrice, auteur, on s'en fiche, il faut essayer de comprendre quelle est la motivation, quel est le fil qu'on a envie de tirer sur cette idée, sur ce désir. C'est pas juste dire ok, j'ai une bonne idée, j'ai envie de raconter un truc, c'est comment on va le faire, c'est pourquoi on va le faire, et c'est aller au bout de ce processus. Et ça, effectivement, ça prend du temps. Moi, j'ai juste eu un instinct, c'était d'enregistrer la voix de mon père avant qu'il décède. On savait que le game était plié, donc voilà, on savait pourquoi on faisait tous les deux cette interview. Et puis, voilà, une fois que l'interview est là, c'est qu'est-ce que je vais en faire, comment je vais raconter l'histoire. Et puis là, moi, je plonge j'avais pas pris le temps de réécouter cette interview tant que mon père était en vie. Et donc, je l'ai fait après, et j'ai eu plein de questions, et je me suis dit, bon, merde, c'est con. Donc il va falloir que j'y réponde toute seule. Donc ça a été la première étape. Comprendre déjà l'histoire de l'indépendance algérienne, la guerre d'Algérie, la colonisation, les massacres de Guelma le 8 mai 45, qui est quand même une date hyper symbolique. Enfin, refaire d'abord toute l'histoire générale, parce que c'est une histoire qu'on nous apprend pas à l'école, que nos parents nous transmettent pas parce qu'elle est trop douloureuse. Et puis ensuite, dans cette histoire, qui est une histoire globale et qui fait qu'on commence à se remplir de soi-même, et à aller aussi chercher des nouveaux modèles, des écrivains algériens, des autrices algériennes, et donc à travers ces textes-là, etc., en fait, il y a une idée qui commence à s'affiner, et puis en fait de se dire que en fait l'histoire elle est devant mes yeux, elle est sur ma carte d'identité, quoi. C'est quoi ce nom, pourquoi j'ai ce nom, pourquoi j'ai ce mythe sur les épaules, et puis voilà, et puis là tu tires un fil, un deuxième, et voilà. Voilà, il y a un troisième, un cadeau, mais je vais voilà. Et c'est infini. Il y a forcément une dimension supplémentaire, alors qui fait tout l'intérêt aussi en tant qu'auditeur là, tout simplement du programme, c'est le fait de devoir poser des questions à des gens avec qui on a un lien fort, intime. Je pense notamment aux séquences avec ta mère qui sont très importantes dans le sujet. Alors, je ne sais pas comment toi tu l'as expérimenté. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire aussi dans un documentaire, d'aller poser des questions comme ça à des personnes avec qui j'avais un lien très fort. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Et pourtant, des interviews, j'en ai fait un sacré paquet. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Et j'ai trouvé très difficile de me positionner, moi, en tant qu'intervieweur. Ce qui, d'habitude, n'est pas trop une question. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu. Déjà c'est difficile parce que voilà, ma mère, déjà c'est difficile. Ma mère, c'est un personnage, donc elle dit pas les choses vraiment, mais elle les dit quand même, donc c'est vraiment un jeu d'équilibriste, et c'est pas le genre d'exercice qui lui plaît. Donc c'est vrai qu'elle m'a dit plusieurs fois, est-ce qu'on a fini, est-ce que tu vas m'enlever ce fichu bidule de micro, etc. Et donc et puis c'est ma mère, donc c'est vrai que en fait, en gros, non. Le plus difficile, vraiment, pour être honnête, c'est que moi, je sais pas comment ça se passe pour vous quand vous avez des dîners de famille ou quand vous parlez à vos parents, mais moi, je parle jamais de mon métier, tu vois. Donc déjà, ça n'existe pas.
en gros. Donc on parle de plein de choses, on parle des enfants, on parle de plein de choses, mais c'est comme si je n'avais pas de métier en fait, enfin plus ou moins. Et donc ça veut dire que je viens avec ma réalité qui prend un petit peu de place tout à coup, et elle me voit autrement. Donc il y avait cette rencontre avec sa propre fille où elle me voyait autrement. Et donc ça a été déjà quelque chose, de prendre cette place, non plus tout à fait en tant que Safia, mais en tant que Safia qui a un travail. Et donc voilà, et puis après ça a été un jeu du chat et de la souris, parce que comme ma mère elle est assez forte pour elle était toujours entre la salle à manger et la cuisine, parce qu'elle avait évidemment toujours allé chercher quelque chose dans la cuisine pendant que je voulais lui poser des questions évidemment, et puis toujours ce truc, vous allez manger, non, il est 10h50, manger un steak à 10h50, non, bah, tu vois. Donc c'était tout ce qui était possible pour essayer d'échapper à cette interview, et en même temps elle le faisait quand même, et donc si tu veux, ce qui est intéressant là, c'est de se dire en fait que comme on est sur le temps long avec le podcast, c'est ça qui est formidable, parce que en fait le podcast, il faut aussi rappeler que c'est aussi ça, ce festival, c'est le podcast, c'est moi je retrouve le côté un peu roots de la télé d'il y a 20 ans en gros. Et c'est cette espèce de liberté où tu dois pas tout calculer et être dans une forme d'efficacité. Ce qui veut dire que tu peux avoir, j'ai envie de dire, un discours parcellaire avec ta mère, être à la fois dans ce jeu d'équilibriste qui est pas évident, mais tu peux aller vérifier tes sources ailleurs et corroborer des propos, parce que c'est toujours là en fait. C'est pas le moment. En fait, en gros, la difficulté, c'est pas vraiment le moment où tu es dans l'échange, c'est par rapport à la véracité des faits. C'est comment elles s'inscrivent dans le contexte historique, c'est ce qu'elles veulent dire en tant que telles. Et c'est ce qui est intéressant dans nos grilles de lecture à nous, c'est que derrière, tu as des couches et des sous-couches que tu peux ajouter pour densifier le propos, le contextualiser. C'est-à-dire que quand ma mère, par exemple, me sort... donc en gros, ma mère ne m'a jamais rien donné ou transmis par rapport à l'histoire de la colonisation, et puis là tout à coup elle commence à tirer des fils, mais attends, j'ai gardé tous les cahiers des sœurs blanches des années 50 qui étaient censées éduquer les indigènes pour en faire des bonnes petites femmes d'intérieur, parce que c'est par là aussi qu'elle est arrivée, l'éducation, la civilisation et tout ça. Donc moi je vois tout ça, et ma mère elle le voit plus au premier degré encore, tu vois. Et ça m'énerve aussi, tu vois, quand elle dit c'était bien, c'était sympa, tu vois. Et puis après, j'ai gardé des photos que j'avais jamais vues, puis j'ai gardé des lettres. Et donc, au fil, quand tu tires ces fils-là, c'est là que tu vois que toi, en fait, tu peux donner une multidimension à cette mémoire, quoi. Je propose qu'on écoute un extrait du documentaire de Sarah et qu'on parle après d'un autre type d'exercice, quand justement on n'est pas lié nécessairement aux personnes qu'on va interroger, mais où on se retrouve quand même à faire partie du paysage, voire du sujet. Vu l'état de Christine à son retour, j'ai tout de suite deviné qu'elle avait perdu le peu de repères qu'elle était en train d'avoir à La Réunion. J'ai dû attendre 3 jours pour faire cette interview, car ce n'était pas possible pour elle, mais en réalité, ce n'était pas possible pour moi non plus. À ce moment-là, je pouvais pas être journaliste. Une camarade de voyage, une amie, un soutien, mais pas une journaliste. Une fois encore, c'est ma place dans ce voyage qui est remis en question. Je pars pour suivre quelqu'un, et puis finalement, je me retrouve à l'épauler, à la soutenir. Je sens qu'elle a besoin de moi. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, vu toute la tristesse qu'elle ressentait. Alors l'enfant déraciné, c'est effectivement l'histoire de Christine, qui est cette femme que tu accompagnes, toi, lors de son retour à La Réunion, d'où elle est originaire, et où elle a été prise à ses parents, en réalité, pour être adoptée, ce qu'elle a découvert assez tardivement, finalement. Peut-être qu'on peut expliquer, qu'on peut raconter un petit peu quel est le point de départ, parce que derrière, il y a cette histoire plus générale, qui est celle des enfants de la Creuse, qui commence à être connue en France, mais qui peine quand même à être totalement connue. En gros, l'histoire des enfants de la Creuse, c'est 2000 enfants qui ont été envoyés donc, de l'île de la Réunion à l'Hexagone entre 1960 et 1980.
parce qu'à cette période, à La Réunion, c'était boom de naissance, difficultés économiques. De l'autre côté, pour le coup, très peu de monde et des difficultés, surtout dans les zones rurales. Et en fait, ils se sont dit, les autorités à l'époque, on va peut-être envoyer des enfants orphelins, sauf que petit hic, tous ces enfants n'étaient pas des orphelins. Et c'est le cas notamment donc de Christine, qui est le personnage principal de ce documentaire, qui en fait pensait avoir été abandonnée, qui a été adoptée légalement, et qui un jour, au hasard d'une question sur un forum, on lui dit « mais tu ferais peut-être pas partie de cette histoire vu ce que tu nous racontes les années 70, 2 ans et demi ». Et au final, elle tire des filles, elle se rend compte qu'elle est effectivement une enfant de la Creuse également. Comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé à travailler sur cette histoire ? Comment est-ce que ce sujet t'est venu ? Parce que là, pour le coup, effectivement, contrairement à ce qu'on racontait avec le documentaire de Safia, c'est pas une histoire qui est liée à ton histoire, à toi, personnelle. Alors c'est vrai que Christine est réunionnaise, l'histoire des enfants de la Creuse est liée à l'île de la Réunion. Moi, je suis martiniquaise, donc 2 îles françaises, mais à part ça, il n'y avait pas trop de liens. Et c'est vrai que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est une amie en fait qui faisait un article là-dessus quand on était en école. Et donc elle me parle de ça. Je dis ah bon, moi j'en ai jamais entendu parler. Enfin du coup ça m'intrigue, mais je trouve ça un peu gros, mais je cherche pas plus que ça. Et puis le hasard fait que je me retrouve à bosser pour Radio France en Creuse. Et là pour le coup je croise des Réunionnais. On traite ce sujet dans l'actu en fonction des conférences qu'ils donnent, des avancées du dossier. Et puis un beau jour, je me dis, j'ai très envie de faire du podcast, sur quoi j'aimerais travailler. Et là, en fait, je repense à quelqu'un que j'avais croisé dans la rue et je me dis, et si je travaillais en fait avec quelqu'un qui vient de découvrir, parce que je savais qu'il y avait des gens qui découvraient périodiquement qu'ils faisaient partie de cette histoire. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai contacté donc l'association qui défend les enfants de la Creuse et qu'on m'a mis en contact avec Christine. Alors, dès le début, toi, comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à ce sujet ? Tu l'as abordé, là pour le coup, journalistiquement, de quelle façon ? Est-ce que dans l'idée de la construction du podcast, du documentaire, tu avais, au début en tout cas, l'idée de faire partie de l'histoire ou alors pas du tout ? Pas du tout, pour être tout à fait honnête. Je connaissais la réponse, mais je la pose quand même la question. On va dire que en contactant Binge, je savais où je mettais les pieds, donc je savais qu'il y aurait eu du jeu, je savais qu'il y aurait eu de la première personne, mais je pensais que ça allait être pour raconter un peu les étapes de mon enquête, et pas en fait, je pensais pas en fait avoir un rôle plus important, on va dire, dans cette histoire. Sauf que en l'écrivant avec donc Juliette Libertas qui est la productrice, en fait ça m'a aidé aussi à prendre du recul et à voir que j'avais effectivement un rôle que j'avais pas du tout envisagé au début, mais au final je me suis rendu compte que c'est parce que Christine me disait elle-même comme tu es là, effectivement, moi je me confie à toi. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que je faisais partie du podcast. Alors qu'au début, justement, j'avais peur je voulais pas que cette histoire de positionnement journalistique occulte en fait l'histoire principale qui était quand même les enfants de la Creuse. Donc au départ, moi je me dis cette histoire a été traitée en article, en documentaire TV. J'arrive, je voulais faire quelque chose de novateur avec le format podcast, mais je pensais pas que je serais autant impliquée là-dedans. Ça a été quoi les étapes ? Alors on a parlé des discussions effectivement avec l'équipe qui a fabriqué, donc il y a Juliette Libertowski et Pauline Lagache qui est la réalisatrice de la série. Ça a été quoi les étapes ou les moments un peu clés peut-être qui ont fait le déclic de ce changement de position, en tout cas de ce léger changement de focale dans l'approche du sujet ? Je pense que le déclic de toute façon il s'est fait déjà à La Réunion, quand ce podcast prend une tournure que j'avais pas du tout prévue, parce que c'était peut-être de la naïveté, mais on a envie que les choses soient belles, on a envie que ces retrouvailles soient belles. Je me doutais que ça allait pas être parfait, mais bon, je veux pas pour spoiler. Expliquer, peut-être Christine va rencontrer sa famille pour la première fois. Voilà. Exactement. Donc elle fait ce voyage, elle rencontre sa famille, elle a plein d'attentes, elle discute avec eux depuis des mois. Mais ça se passe pas comme dans les films, malheureusement, donc ça se passe pas très bien. Et c'est à partir de ce moment-là où je sens que Christine n'est pas du tout bien, que moi je me dis mince, en fait moi je me sentais pas de mettre un micro devant quelqu'un dans un moment de détresse comme ça. Et c'est ce que je raconte dans le documentaire, c'est que il lui a fallu 3 jours parce que en plus je pense qu'elle était complètement perdue, et même moi en fait je me pense que j'étais perdue parce que je ne savais plus quelle position adopter en fait. On en a parlé tout à l'heure.
De quelle manière ça a fait évoluer ta perception de notre travail de manière plus globale? Est-ce que désormais tu gardes un peu dans un coin de ta tête cette expérience en te disant ok, mon positionnement de journaliste il est plus complexe que ce que j'avais pu imaginer auparavant? J'ai bien aimé tout à l'heure quand Safia a parlé d'authenticité. En fait, maintenant, je pense que même en ce moment où je travaille sur un magazine télé, quand je vais écrire mon commentaire, voilà, j'essaie d'y mettre un peu plus de moi, en fait. Et avant, je pense que, oui, quand on écrit un reportage, c'est toujours soi, mais c'était peut-être inconscient. Là, maintenant, je me dis, si tu as choisi ce sujet, si tu as choisi de le traiter, c'est parce que ça t'intéresse et fais pas comme si tu étais complètement neutre à ça. C'est-à-dire que voilà, je cherche les faits, j'essaie d'atteindre une vérité qui sera jamais la vérité, mais on va dire que je suis plus en paix avec ça, alors qu'avant j'étais oh là là, mais il faut que je sois totalement objective, les faits rien que les faits. Maintenant je me dis on part toujours de quelque part et c'est très bien comme ça. Il y a une dimension supplémentaire qui vous concerne là pour le coup toutes les deux, enfin qui nous concerne tous les trois d'ailleurs, parce que je peux m'inclure dedans, qui est la gestion de l'après de ces documentaires-là, une fois qu'ils sont sortis, et notamment la découverte de ce documentaire par les gens qui en sont les premiers concernés, c'est-à-dire les gens qui en sont les personnages, les gens qu'on a interviewés, nos proches en l'occurrence pour ce qui est du travail de Safia et moi, mais des gens qui sont devenus des proches pour ce qui est de ton travail à toi Sarah. Et comment est-ce que, là, pour le coup, l'une et l'autre, vous avez géré cette idée de comment ça allait être reçu, notamment par ce premier cercle de gens qui font partie de l'histoire eux aussi? Safia Kessas? Je pense que c'est quelque chose... moi, j'y ai pas trop pensé parce que sinon, je crois que ça m'aurait empêché d'avancer. Et après, moi, c'était surtout ma mère, en fait, de nouveau. Donc, voilà, quand elle est venue à l'écoute à Paris, elle a écouté, puis en fait, en gros, elle s'est barrée. Donc, j'avais quand même un peu envie de savoir ce qu'elle pensait. Puis donc, mon frère a été la récupérer. Et voilà, je pense qu'elle était un peu... je crois on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler, quoi. Et donc, en gros, je sais pas trop comment elle ressent les choses. Ouais, donc je pense que elle s'est trouvée drôle quand elle critique surtout le couscous tunisien. Mais alors sur les parties saillantes, tu vois, qui concernent des choses plus graves qui sont passées durant la guerre d'indépendance, là, je sens que c'est des plaies qui sont toujours ouvertes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que des personnes ont commencé à me parler, et donc j'ai eu de nouvelles infos qui ont donné un éclairage à la fois différent sur l'histoire de ma mère. Donc j'ai appris des choses sur elle qu'elle m'a jamais confiées et qu'elle me confiera jamais. Et j'ai appris qu'il y avait encore aujourd'hui des personnes qui étaient dépositaires des raisons qui ont conduit au massacre d'Aït Soula. Et donc là, c'est hyper intéressant, historiquement parlant, quoi. Il y a aussi la manière dont tes cousins, notamment, ont reçu et ont participé à l'élaboration de ce récit aussi. Il y avait quelque chose de très touchant, là, pour le coup, pour raconter un peu cette séance d'écoute qui s'est passée au Musée des Arts et Métiers à Paris il y a quelques semaines. Il y avait quelque chose de très touchant dans la manière dont eux aussi recevaient ce travail, qui était aussi une manière de marquer la réalité de l'histoire plus globale qu'avait traversé leur famille et plus largement le peuple algérien pendant ces périodes-là. Je ne sais pas si toi tu as ressenti ça aussi à ce moment-là. C'était énormément de reconnaissance dans une forme de dignité. Et donc c'était vraiment cette reconnaissance, ce mot reconnaissance et dignité. Et puis le fait de s'arrêter aussi, parce qu'il y a un des cousins qui a fait la traduction d'un des personnages du podcast qui raconte en fait ce qui est vraiment arrivé à Safia, et lui-même était étonné de savoir tout ce que cette femme avait vécu pendant la guerre, et toute la précision de sa mémoire. Et voilà, donc je sais que lui, pendant qu'il a traduit, il pleurait, quoi, tu vois. Donc voilà, et en même temps, je veux pas non plus trop parler à leur place, mais je pense que, en tout cas, la famille était contente, et ça a créé un nouveau dialogue et de nouvelles interactions.
Sarah, toi, sur la gestion de l'après, justement, et la réception, alors potentiellement par Christine, mais aussi par sa famille, par ses proches, par toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire plus générale des enfants de la Creuse. Comment est-ce que toi, tu as géré ça ? Moi, j'avoue que j'avais vraiment très peur de comment Christine allait recevoir ce documentaire, parce que même si je savais que voilà qu'on a essayé de raconter cette histoire, ben voilà comme elle s'était passée, je savais aussi que là, elle allait s'entendre parler de sa mère avant cette rencontre. Enfin, je redoutais plus ah ouais, bah, ça s'est passé comme ça, quoi. Avant, je disais ça, alors que je savais que je sais que son positionnement a totalement changé, et j'avais très peur de ça. Et c'est vrai que quand le podcast est sorti, que moi j'avais les premiers retours, on me disait voilà, beaucoup de justesse, beaucoup de pudeur, mais j'avais pas encore le retour de Christine. Je crois que j'étais pas bien. Et au final, quand elle m'a envoyé un message pour me dire, en fait, merci. Parce que tout est juste, tout est raconté avec précision et tu m'as pas non plus dévoilé des choses que je ne voulais pas. Très sincèrement, j'ai été vraiment soulagée, parce que je pense que si tout le monde avait aimé ce podcast et pas la personne, le personnage principal, je crois que j'aurais pas été tout à fait bien. Donc ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant toute l'écriture. Vraiment, j'appréhendais ce moment, et quand c'est sorti et qu'en fait, pour le coup, je savais que j'avais un peu c'est peut-être pas le bon mot, mais son approbation, du coup, j'étais quand même soulagée. Quelque part, c'est important, cette notion d'approbation, parce qu'on raconte l'histoire des gens. Alors, des fois, c'est une histoire dont nous-mêmes on fait partie, mais c'est quand même important, justement, dans ce souci d'honnêteté qu'on évoquait tout à l'heure, de ne pas trahir la parole des gens, même si on fait notre boulot de journaliste, qu'on vérifie, qu'on recoupe et qu'on essaye d'amener un peu de factuel des fois sur du ressenti. C'est important effectivement de rester dans cette démarche. Complètement. Et c'est vrai que là où c'était délicat, et c'est là où il y a cette dualité ou non, cette complémentarité entre moi la journaliste et moi qui ai soutenu Christine quand elle allait mal, c'est que Christine à un moment donné ne voulait plus entendre parler de sa mère. Et moi, journalistiquement, j'étais quand même censée raconter toutes ces histoires avec toutes ces étapes, avec l'avant-rencontre où tout se passait bien, l'après où ça se passe moins bien, et ça il fallait le raconter, parce que c'était l'histoire. J'aurais pas pu garder que les témoignages où Christine en fait ne veut plus entendre parler de sa famille et c'est fini. Donc il fallait vraiment se dire faut raconter cette histoire. Oui, elle a souffert. Il fallait aussi se mettre à la place de cette maman en fait que j'ai pas aussi rencontrée, et ça a été essentiel, parce que c'est vrai que moi j'avais essentiellement le point de vue de Christine. Je n'ai pas eu sa mère qui n'a pas voulu me rencontrer, mais il fallait aussi se mettre à sa place, et ça je savais que c'était des choses que Christine elle disait non, elle est pas du tout à plaindre, et c'est alors qu'avant elle la plaignait. Je pense qu'aujourd'hui un peu moins. Donc ça a été ça, il fallait garder ce positionnement journalistique en tout cas. Je vous propose qu'on écoute un dernier extrait et qu'on conclue un petit peu notre conversation avant de passer le micro dans la salle, parce que le temps passe très très vite. Je ne vous ferai pas ici l'affront de me lancer dans un constat amer sur l'état du débat public, en permanence miné par des polémiques moisies et pollué depuis quelques années maintenant par des voix et des idées qu'on pensait vouées à rester à la périphérie des discussions. Des idées issues de ce qu'on appelle en généralisant à grands traits le complotisme. Tout ça est bien connu, bien identifié, bien balisé par de nombreux travaux journalistiques entre autres. Cette histoire que vous venez d'entendre, racontée par ma mère, c'est donc celle de mon arrière-grand-père, Mathieu Cabioche. Et c'est une histoire que j'ai toujours portée, mais que j'ai jamais creusée. Et à part m'en servir comme plaisanterie avec les gens que je rencontre, en leur disant assez facilement que je suis arrière-petit-fils de collabos, juste histoire de voir leur tête, ça n'est pas allé plus loin. Je m'en suis contenté. Et de ce qui allait avec, c'est-à-dire le fait qu'il ait collaboré parce qu'il était militant autonomiste pour la Bretagne indépendante, un Breizatao comme on dit, ça veut dire Bretagne toujours, c'est le terme avec lequel on désignait à l'époque ces militants-là, et que c'était parce que les mouvements bretons ont activement collaboré avec les nazis que lui aussi s'était retrouvé embarqué dans cette histoire. Voilà, l'idée, c'est avec cet extrait, vous avez reconnu ma voix, c'était de montrer, en gros, moi, pour faire cet exercice d'auto-documentaire, je ne sais pas si le terme est très, très juste, mais en tout cas de retourner pour le coup, là aussi, le micro vers moi et vers ma famille, il a fallu que je change ma voix, vraiment complètement, parce que j'ai toujours cette espèce de voix un peu de journaliste où je parle hyper vite et hyper fort, et où là, il fallait que
justement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est marrant parce que j'y avais pas forcément pensé. Il fallait que je mette plus de vulnérabilité dans ma voix. Il fallait que je sois plus plus humain en fait. Non mais vraiment, il y a quelque chose de ça. En tout cas, plus honnête. Et effectivement, quand on préparait tout à l'heure, enfin préparer, c'est un bien grand mot. Quand on discutait tout à l'heure et qu'on a écouté les premiers extraits, tu disais Sarah que c'était ma voix, ça ressemblait à ma voix de quand je parle normalement. Voilà, c'est ça. Et c'est rigolo de voir à quel point ces exercices-là nous changent aussi, même dans des pratiques aussi terre à terre, que la manière dont on parle. Je sais pas si pour toutes les deux ça a été pareil aussi. La manière de prendre la parole, rien que ça, c'est important. C'est vrai que quand j'enregistrais L'Enfant déraciné, souvent Juliette et Pauline rigolaient quand ma voix de journaliste d'actu revenait sur certains mots. Et c'est vrai que et moi qui pensais que je n'avais pas du tout une voix de journaliste d'actu, je me suis rendu compte que si, en fait. Et du coup, je me demandais si toi, ça a été facile en fait de trouver ce ton ou pas. Ah non, c'était horrible. C'était horrible. Et en fait, ce qu'on a fait très concrètement avec Quentin Bresson, qui est le réalisateur, c'est-à-dire que moi, normalement, j'écris tout. C'est-à-dire que tout est hyper écrit. Ben là, on a entendu le premier extrait, voilà, c'est super écrit, machin. Et je dévie jamais de mon texte. Et là, pour le coup, j'écrivais, mais du coup, j'avais pas le bon ton. Et il m'a dit, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas jeter toutes tes feuilles là, et on va improviser. Et donc, on a enregistré que des micros. On était tous les deux dans notre petit studio là. On a enregistré plein de micros improvisés. Comme ça, on en a enregistré des tonnes, on les réécoutait, je prenais 2-3 notes et j'essayais de les refaire de manière un peu condensée, parce que forcément je faisais des micros qui duraient 15 minutes à chaque fois, et c'est comme ça qu'on a avancé petit à petit. Donc on a vraiment construit, mais heureusement que j'avais quelqu'un pour m'épauler pour faire ça, parce que tout seul je pense que j'aurais jamais réussi à passer ce cap là, et même d'être capable d'assumer cette voix-là, ce positionnement-là. Quand on a fait, moi je fais ce métier depuis 15 ans maintenant, du coup ça fait longtemps, et c'est dur de sortir de sa carapace de journaliste, parce que c'est une protection aussi, c'est une barrière, c'est une manière de se planquer aussi, ce que tu disais Safia tout à l'heure, c'est compliqué de sortir de ça. Je sais pas ce que toi t'en penses. Mais je t'écoute avec beaucoup d'attention, j'étais là, mais il va continuer, ça va être quoi, c'est super intéressant. Mais non, mais ce que en fait j'étais en train de repenser aussi au sonore que j'enregistrais à Binge, dans ce super studio où les poubelles passent et qu'on les entend, c'est génial. Et donc en fait, en gros, c'est moi qui ai fait la sonorisation, donc tu critiques pas, s'il te plaît. Exprès à ce moment-là. Je me demandais si c'est pas nécessaire, tu vois, dans ce genre d'exercice, d'avoir une forme de supervision, et pas comme dans on n'est pas en thérapie, mais quand même limite. Et donc je me demande, ouais, tu vois, voilà, toi t'as trouvé ton équilibre avec quelqu'un qui te connaît bien, avec qui t'es en confiance, et t'as pu lâcher prise en fait. Et donc voilà, c'est la question que je te retournais. C'est-à-dire, est-ce que je me demande si ça doit pas être systématique d'instaurer ce genre de process, comme on dit dans le métier. Voilà. Bah si, ouais, je pense que en tout cas ça a vraiment tout déverrouillé, c'est-à-dire que pour raconter très brièvement, c'était donc un reportage sur, une enquête sur mon arrière-grand-père, et essayer de comprendre quelle était on va dire la réalité de ce qu'il avait vécu ou de ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, comparé aux mythes qu'on m'avait très rapidement transmis dans ma famille, et dont on m'avait parlé une fois et plus jamais reparlé, et dont on ne parlait jamais dans ma famille. Donc c'était ça l'idée. Donc toute la démarche, ça a été pour moi de réussir à me convaincre que ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre que moi ou que mes proches, a priori. Et donc toute la difficulté avec Quentin quand on a bossé, et Lorraine qui est la productrice, et Juliette d'ailleurs qui a aussi produit vos 2 documentaires et qui est là dans la salle, ça a été de réussir à ramener, à préserver ce côté intime et à garder justement ce côté un peu vulnérable, un peu fragile, et en même temps d'élargir et d'ouvrir et de faire en sorte que cette narration-là, cette histoire-là, elle soit tournée vers les autres et pas uniquement vers l'intime, vers moi, et que ce soit moi qui me parle à moi, et que ce soit pas du tout un exercice de partage. Et moi, c'est ça que j'avais envie, c'est de raconter pas que l'histoire de ma famille, mais l'histoire de cette région à cette époque-là, de la France qu'elle traversait à cette époque-là, mais c'est une histoire qui a été racontée plein de fois, voilà, quelque chose où les gens pouvaient aussi se projeter. Et moi, ce qui m'a vachement touché,
c'est le nombre de messages que j'ai reçus. Alors, outre les recommandés avec menace de procès des gens de ma famille, parce qu'il y a eu ça aussi, c'est surtout le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui soit avaient des histoires qui pouvaient ressembler à celle-là, soit avaient des histoires qui ne ressemblaient pas du tout à celle-là, et notamment beaucoup d'histoires liées à la guerre d'indépendance algérienne, où les gens me disaient moi, dans ma famille, il y a cette histoire-là, votre démarche m'a touché, j'aimerais bien faire de même. Du coup, j'ai échangé plein de mails avec plein de gens qui sont pas du tout, d'ailleurs pour les 3/4 d'entre eux, pas du tout des journalistes ou pas du tout des documentaristes, qui veulent juste faire ce travail-là pour eux au sein de leur famille. Et ça m'a vraiment touché de me dire, ok, il y a au moins cette intention-là qui était que ce soit quelque chose auquel les gens puissent s'identifier, même si ça fait pas du tout écho à leur histoire spécifique, mais au moins dans la démarche, pour moi ça a été le truc le plus gratifiant, c'est ces échanges-là avec ces hommes, ces femmes de plein d'âges différents, de plein de parcours différents, qui se retrouvaient dans la démarche et qui avaient envie de faire la même. J'espère d'ailleurs qu'ils me donneront des nouvelles de l'avancée possible de leur travaux, parce que la simple démarche c'était d'aller poser des questions sur un passé auquel on n'osait pas trop toucher. C'était un peu ça le truc. Je sais pas si vous avez eu des interactions après, une fois la diffusion, si vous avez eu des gens qui vous ont parlé, vous ont écrit. Alors c'est un peu récent pour Safia, Sarah. J'avoue, moi non, j'ai pas eu d'enfants de la Creuse. J'ai plus ressenti que ça avait fait du bien en fait aux autres, parce que dans le podcast il y a Christine, mais il y a aussi d'autres enfants de la Creuse qui ont eu d'autres histoires, et je pense qu'ils étaient plus soulagés peut-être qu'il y ait un nouveau format qui allait toucher un autre public qui parlait de cette histoire. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de message. Moi, j'en ai reçu énormément, mais vraiment beaucoup, et c'est un peu tous les jours en fait, presque pas tous les jours, mais presque. Là maintenant, c'est un peu plus calme parce que voilà, ça fait plus d'1 mois, mais ça continue, et c'est souvent des gens qui questionnent le silence en fait, qui viennent sur le non-dit dans les familles, et ça, c'est universel en fait. Et donc, c'est effectivement pas que des personnes qui sont concernées par la guerre d'Algérie. Il y en a quand même pas mal, mais ouais, donc ça me fait penser justement à ce jeu qui ne sert en fait que le nous. Et donc, c'est là toute la difficulté, toute la subtilité de l'exercice. Et c'est normal que ce soit pas évident, tu vois. C'est vraiment que le jeu ne sert que le nous, pour ne pas tomber dans quelque chose qui soit indécent et qui peut devenir même carrément gênant. Donc voilà, on fait pas uniquement ce projet pour se gratter le nombril. On fait ça aussi pour rentrer en résonance avec un point de vue sur la société qui est de désenfuir des histoires qui sont enfuies parce qu'elles sont dégueulasses, parce qu'elles sont liées à un rapport de domination d'un État sur un autre, d'une classe sur une autre, d'un genre sur un autre, et qu'on est là aussi pour raconter ces histoires-là. Et en gros, en fait, moi je l'ai vécu comme ça, on sert de matériau. C'est pas son soi qu'on répand gratuitement, quoi. Et c'est pour ça que c'est difficile. Je trouve que c'est une très belle conclusion à cette conversation qu'on a eue tous les trois. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux, d'avoir participé. Merci à tous. Merci Thomas, merci à toi. Merci à Safia Kessas et Sarah Vildeuil pour cette discussion enregistrée dans le cadre du Bruxelles Podcast Festival en avril 2022. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.